Et what's up les bergers, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où cette fois-ci nous allons parler de la flotte de surface russe. Cette vidéo est la suite de la composante sous-marine russe et nous allons voir ce que vaut la flotte de surface. Allez, c'est parti. Les flottes de surface russes présentent un visage contrasté. La flotte côtière et littorale a été globalement rajeunie avec la mise en service de plusieurs classes de corvettes. A l'inverse, la flotte océanique est dans une situation beaucoup plus délicate, car composé majoritairement de navires hérités de l'époque soviétique. L'amiral Kouznetsov, certainement le navire de combat russe le plus connu, est le seul porte-aéronef au sein de la marine. Immobilisé pour refondre depuis 2018, le gros des travaux portant sur la remise en état de sa chaîne cinématique, le navire est entré en carénage au sein du chantier naval 35 S7Z de Mourmansk à la mi-mai 2022. Les travaux devraient normalement s'achever en 2023, avec un retour en service au sein de la flotte du Nord. Enfin, si tout se passe bien, parce que vu qu'il y a déjà eu un incendie, une grue qui lui est tombée dessus, et le dock flottant qui a coulé. Voilà, il est un petit peu maudit quand même, et je vous invite à voir la vidéo que j'ai fait sur lui. Non, je fais aucun placement. Les deux croiseurs lourds à propulsion nucléaire de la classe Kirov sont de véritables léviathans des mers. Et là aussi, je vous invite à voir la vidéo dessus. L'amiral Nakimov achève actuellement une refonte entamée en 2014 visant à remplacer l'ensemble des équipements embarqués, radars, électronique, etc. et armement avec l'installation de 80 cellules verticales UKSK en lieu et place des lanceurs de missiles Granit. Cette modernisation a vu ses délais et coûts associés littéralement exploser, et il n'est pas certain que la deuxième unité de cette classe Kirov, le Piotr Lilitsky, affecté à la flotte du Nord, ait droit au même traitement. L'autre classe de croiseurs russes qui a fait l'actualité récemment, celle des Slava, est composée de 3 unités. Le Moskva, à la flotte de la mer Noire, le Varga, à la flotte du Pacifique, ainsi que le maréchal Ustinov, à la flotte du Nord. Ce dernier a été refondu entre 2012 et 2016, mais les deux autres sont toujours dans leur état d'origine, reposant encore très largement sur une électronique et des capteurs datant du début des années 70. La perte du Moskva, suite à une frappe de missiles anti-navires Neptune, a mis en avant l'inadaptation des systèmes embarqués face aux menaces modernes. Et là aussi j'ai fait une vidéo sur ce croiseur. La situation est encore plus délicate pour les destroyers Sarish, constitués à l'origine de 17 navires spécialisés dans la lutte anti-navires de surface. Cette classe a été littéralement décimée par des problèmes récurrents de chaudière-vapeur qui ont vu la flotte être réduite entre 1991 et 2022 à une seule unité active au sein de la flotte du Nord, l'amiral Ushakov. Seule lumière au bout du tunnel si je puis dire, les 8 navires spécialisés de lutte anti-sous-marine de la classe Udaloy forment le noyau dur de la flotte océanique russe. Grâce à une propulsion reposant sur des turbines à gaz fiables, ils peuvent être employés par les flottes du Pacifique et du Nord pour la majorité des missions océaniques. Bâtiments appréciés, quoique faiblement armés, ils bénéficient actuellement d'une refonte qui voit notamment leur armement principal être remplacé par 16 cellules verticales UKSK, et ce sera 24 sur les suivants. Une première unité, le maréchal Chapochnikov, dans la flotte du Pacifique, a été traitée avec 2 autres unités en cours de travaux. À terme, l'ensemble de cette classe devra être traité de la sorte. 2 classes de frégates neuves viennent assurer le début du renouvellement de la flotte océanique, avec des navires neufs. La première classe, les frégates de la classe Amiral Korskov, font suite au besoin de disposer d'une classe de frégates polyvalente de déplacement moyen, 5000 tonnes, employant 16 cellules verticales UKSK pour leur armement principal, ainsi qu'un système anti-aérien moderne, le tout dans une coque étudiée pour disposer d'une signature radar réduite, mais pas furtive. Une première unité, l'amiral Korskov, va être mise sur cale en 2006 au chantier naval de Svernena Verf qui débouchera sur une mise en service en 2018 au sein de la flotte du Nord. Cette classe va être lourdement impactée par la rupture des relations russo-ukrainiennes en 2014 qui verront la perte des turbines à gaz ukrainiennes équipant cette classe. Le temps nécessaire au développement d'un substitut russe va voir les mises en service être retardées. 7 unités sont en construction, avec mise en service prévue entre 2022 et 2027. En outre, celles-ci disposeront d'un nombre accru de cellules verticales, le nombre passant à 24 voire même 32. Pour compenser les retards rencontrés avec les frégates Amiral Korskov, les Russes vont développer une variante nationale des frégates Talwar de la marine indienne. 6 unités vont être commandées au chantier naval de Kaliningrad pour rééquiper la flotte de la mer Noire. De cette classe, l'amiral Grigorovitch, 3 unités vont être produites avant que la construction ne soit interrompue
par l'incapacité à se fournir en turbines à gaz ukrainiennes. Plus faiblement armés que les amirals Korskov, les 3 amirals Grigorovitch forment actuellement le gros de la force de frappe navale russe de la mer Noire. Au niveau des corvettes, la marine russe présente un visage bien plus moderne. La classe de corvette LZD-20-380, dont la première unité est mise sur cale en décembre 2001, est destinée à être employée dans la lutte anti-navires de surface dans les zones côtières et littorales. Avec un déplacement en charge de 2450 tonnes et un armement principal constitué de 2 lanceurs quadruples du système Uran, des missiles anti-navires KH-35, ces unités compactes et solidement armées sont en service à raison de 8 unités réparties entre la flotte du Pacifique et de la Baltique, avec 4 unités supplémentaires en cours de construction. Dérivée de cette classe, la classe LZD-20-385 en représente une version sous stéroïde avec l'installation de 8 cellules verticales UKSK en lieu et place des lanceurs du système Uran. Le développement a été retardé par des problèmes liés à la chaîne cinématique provenant de l'équipementier allemand MTU, mais une unité est en service, une autre a été endommagée par un incendie durant sa construction et 4 dernières unités sont en construction et ou en commande. A noter qu'une 3e variante de cette classe, la classe Dersky, semble actuellement être un cul-de-sac qui servira de démonstrateur technologique. 3 classes de petites corvettes ou des petits navires d'artillerie, oui vous pouvez le voir sur la photo, viennent compléter cet ensemble par le bas avec respectivement les Buyan, en service à raison de 3 unités, les 9 Buyan M, qui malgré un déplacement de 900 tonnes disposent quand même de 8 cellules verticales UKSK, et les Karakurt qui représentent un déplacement de 800 tonnes et disposant également de 8 cellules verticales UKSK. 3 unités sont en service et 13 autres en construction. Ces navires sont répartis entre les flottes de la Baltique et de la mer Noire ainsi que la flottille de la Caspienne. Enfin, la flotte de navires de transport et débarquement est composée de 4 navires anciens des classes Tapir et 14 Robusha. Le renouvellement de cette composante de la flotte russe est très lent puisque seulement 2 navires de la classe Ivan Green ont été admis en service en 2018 et 2020 avec 2 unités supplémentaires aux dimensions accrues qui sont attendues en 2023 et 2024. 2 porte-hélicoptères de la classe Ivan Rogov doivent rejoindre les effectifs en 2027 et 2028. Mais tout cela reste encore à confirmer vu les récents événements qui se passent en Ukraine et les sanctions qui en découlent. En conclusion, que vaut la marine russe? Sur la base du sort du croiseur Moskva, on est en droit de se demander si la marine russe, malgré un effort de modernisation certain, bien qu'incomplet, est une force réellement crédible. Comme souvent, la réalité est plus nuancée. S'il est un fait certain que la non-modernisation du Moskva et du Varka donne une utilité douteuse à ces derniers, qui sont globalement dans leur état technique d'origine, donc marquant très largement le pas, que les programmes de modernisation des navires anciens sont pour l'ensemble trop tardifs et ou lents à se concrétiser, le visage de la marine a néanmoins fortement évolué ces 10 dernières années, et ce dans un contexte budgétaire qui ne lui est absolument pas favorable. Néanmoins, la mariée est loin d'être aussi belle que certains médias ne l'imaginent. Programme de modernisation très onéreux et réalisé au compte-gouttes, temps de production des navires de surface beaucoup trop long, retrait de service prématuré de navires mal employés, vétusté et ou inadéquation des installations d'entretien à disposition, corruption endémique du secteur de la construction navale, etc. Avec au final des navires océaniques vieillissants, disponibles en quantité restreinte et qui ne sont pas remplacés dans les temps. Principale conséquence de ces différentes problématiques, le nombre de bâtiments de haute mer se réduit comme peau de chagrin et la permanence à la mer n'est plus garantie. La perte du Moskva illustre parfaitement ce vieillissement de certaines unités et la nécessité pour la Russie de continuer à investir dans sa marine. Et voilà les bergers, c'est la fin de cette 2e vidéo, donc la 3e portera normalement sur les chantiers navals russes, parce que là aussi il y a beaucoup à dire, et vous comprendrez je pense beaucoup mieux les problématiques que rencontre la Russie au sein de sa marine. N'hésitez pas à vous abonner, c'est très important pour notre chaîne, et sur ce je vous dis à ciao, bonsoir.